Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et voilà, bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho. On se retrouve sur le podcast Je ne perds jamais. Et puis, une fois n'est pas coutume, j'accueille une femme entrepreneur. C'est Sandrine Linder. Bonjour Sandrine. Bonjour Patrick. Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. On va passer ensemble un bon moment, je l'espère. Alors toi, tu as un parcours qui a commencé par, on reviendra sur tes études, mais études académiques, un bac ES de l'époque, économique et social, comme on appelait ça. On est sûrement de la génération à peu près la même. Puis tu as fait une école de commerce qui s'est embourgeoisée au niveau du nom. Hein. C'était une école de commerce à Dijon et qui maintenant a changé son nom en un nom en anglais pour l'international. Et puis en fait, tu vas toi faire un premier parcours professionnel salarié dans la vente. Tu vas animer des points de vente. Tu vas être responsable régional du groupe Beaumanoir. Tu nous raconteras ce que c'est ce groupe. Et puis depuis 10 ans, eh bien, tu as basculé dans l'entrepreneuriat avec formation et coaching. Avec une spécialisation d'ailleurs. Tu as été chercher une certification sur le coaching, c'est super, avec une offre qui a évolué au cours du temps, à ce que je vois sur ton profil LinkedIn, qui me sert de référence, puisque désormais tu viens de récemment lancer depuis un petit peu plus d'un an, eh bien, une offre de coaching et d'accompagnement tout simplement sur les dirigeantes, donc du coaching en leadership et en stratégie. Bon, Sandrine, est-ce que j'ai bon? Alors ça, c'est ton profil pro. Mais quand on est entrepreneur, eh bien, on sait tous que le pro, le perso, tout ça, c'est pas toujours évident à ranger dans des boîtes bien séparées. Alors, je te propose, Sandrine, de sauter dans le bain à pieds joints et de te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours. Ok, super, merci. Allez, c'est le truc que redoutent les personnes qui passent sur le podcast, parce que on sait pas toujours par quel bout prendre ça, mais justement, c'est un exercice de style. À toi de jouer. Okay. Du coup, bah voilà, comme tu l'as dit, j'ai fait des études de commerce. Bon, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Bon, après, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes et de pas mal de jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire Et plus tard? encore aujourd'hui, ouais. Et encore aujourd'hui. Et donc, je savais pas. Donc, je me suis laissée porter par les études, par ma mère qui était prof. Donc, du coup, voilà, qui m'a envoyée vers des études. Donc, la voie un peu royale, prépa HEC, école de commerce. Donc, comme je savais pas quoi faire, mais que par contre, ce que j'aimais beaucoup, c'était voyager et découvrir des nouveaux pays, des nouvelles personnes. Du coup, j'ai pris l'option commerce international. D'accord. Donc, j'ai commencé à travailler. Je suis partie au Mexique, finir mes études, travailler là-bas. Donc, j'ai commencé directement dans le commerce chez l'Occitane en Provence, où j'ai implanté la marque à Mexico. Et puis je suis rentrée au bout de 2 ans, pays magnifique, gens adorables, par contre un peu dangereux quand même. Donc voilà, donc je suis rentrée avec mon mari, avec lequel j'étais partie à l'époque. On est rentrés tous les deux. D'accord. Ah ouais, c'était déjà un voyage à deux. Ouais, okay. C'était déjà un voyage à deux. Oui, mon mari avait fini son BTS et puis il savait pas trop quoi faire, donc il est venu avec moi, malgré le fait qu'il parlait même pas espagnol, mais c'est pas grave, il a appris sur le tas. Voilà, on est partis tous les deux, on est rentrés tous les deux, et là, je suis rentrée, du coup, j'ai travaillé chez Maison du Monde, je suis rentrée dans ma région, moi je suis originaire de Nancy, donc je travaillais à Thionville, pas très très loin. J'habitais à Metz et chez Maison du Monde en tant que responsable de magasin. Et pendant quelques années, là, j'ai eu mon premier enfant. Et puis après, donc pendant 4 ans chez Maison du Monde. Et après, j'avais quand même le souhait d'évoluer, de passer un cap. Donc le cap, la lignée, hein, c'est un peu ça, c'est responsable régional. Donc c'est là que j'ai intégré le groupe Beaumanoir, un groupe qui
groupe différentes marques, notamment Cache-Cache, Bonobo, Patrice Bréal. D'accord. Aujourd'hui, ils ont racheté Carole, Sarenza, ils ont racheté d'autres marques. Enfin voilà, ça. C'est un groupe qui fait de habillement, vêtements, Ouais, chaussures, c'est ça? Ouais. ouais, c'est ça. Habillement, vêtements, différentes marques correspondant aux différentes tranches d'âge et puis D'accord. différents styles. Mhm. Et donc voilà, j'étais responsable régionale sur la région Est pendant 7 ans. D'accord. Donc Wow. j'accompagnais les équipes, je recrutais, je formais les collaborateurs, je veillais en fait au respect de la politique commerciale dans les boutiques, c'était vraiment mon rôle. J'animais des réunions, j'animais des formations, et voilà, et j'étais dans ma petite voiture et je passais de magasin en magasin pour valider tout ça avec les équipes. Ouais. Puis voilà, après je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais fait le tour de mon métier en tant que régionale. Même si j'adorais ce que je faisais, après c'était quand même beaucoup de déplacements. Donc j'ai eu mon troisième enfant qui a eu un petit problème de Ouais. santé à la 3 naissance. enfants. Wow. Ouais. Donc là, au troisième petit problème de santé, je me suis dit, bon, il faut que je me recentre, il faut que je trouve peut-être un nouveau façon de travailler avec moins de déplacements, plus de Ouais. proximité. Et donc, du coup, ça pouvait pas se faire dans le même contexte. L'évolution possible, c'était directrice commerciale, mais bon, ça aurait été encore plus de déplacements, plus Ouais. de C'est difficultés à beaucoup de. s'organiser. Et voilà. Et donc là, à ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah tiens, ce que j'aime vraiment, c'est les relations humaines, le Hmm. fait d'accompagner mes équipes, de les faire monter en compétences, d'animer des réunions, de créer des séminaires, de voilà, partager des moments et de former. Donc je me suis dit, bah tiens, si je faisais formatrice, c'est né Ouais. Alors, assez facilement. je peux signaler quelque chose et mettre un peu le doigt dessus parce que j'en ai pas rencontré souvent. Tu nous parles quand même d'un parcours qui est sur un secteur qui est le retail, Oui, le oui, magasin, quoi. Hein. oui. Tu vois, c'est pas des bureaux, c'est pas des services, c'est mine de rien un secteur d'activité particulier et avec ses spécificités. Donc tu vois, c'est intéressant, je trouve, de voir ton évolution puisque tu parles de RH, tu parles de formation, tu parles de ces sujets-là et mine de rien, ces sujets appliqués à des vendeurs-vendeuses, une activité de boutique, de magasin et des gens qui sont dans des bureaux, dans des tours ou pas d'ailleurs, mais en métier de service, bah c'est pas la même chose. Donc c'est intéressant. J'en ai pas eu souvent des entrepreneurs qui avaient fait un parcours par le retail. Donc c'est très intéressant. Ah, super. Yes. Ouais, ouais, parce que bah oui, parce que en fait, tu vois, d'ailleurs, même les compétences et ton expertise que tu as acquis sur les métiers d'encadrement, de la vente, eh bien, c'est pareil, quoi. Ça touche de la vente B2B2C. Parce que tu as des relations fournisseurs, etc. Mais tu as aussi, c'est du grand public qui vient dans le magasin acheter les vêtements. Donc, mine de rien, voilà, c'est une vente aussi spécifique. Donc je trouve que c'est intéressant et c'est suffisamment rare parce que ça donne une diversité des métiers, comme quoi tous les chemins mènent à l'entrepreneuriat. C'est ça, ouais, il n'y a pas de voie royale, mais... Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport effectivement au B2B2C ou au B2B, parce que du Hmm. coup, dans le groupe Beaumanoir, enfin, comme dans beaucoup de groupes d'ailleurs de retail, il y a des magasins succursales et il y a des franchisés. Et donc du coup, moi j'avais Eh oui, euh, quelques franchisés sur ma région avec qui j'étais en relation, donc des dirigeants d'entreprise qui avaient plusieurs magasins eh et qui oui. étaient aussi des interlocuteurs privilégiés avec lesquels je travaillais très régulièrement. Tout à fait. Bah, Mm. et donc ça te donne d'ailleurs un éclairage et si tu vois et une profondeur qui est déjà très différente de quelqu'un qui n'a pas évolué dans ce secteur-là. Puisque comme Mm. tu dis, potentiellement tu as côtoyé d'autres entrepreneurs puisque posséder et animer, gérer plusieurs franchises de magasins, c'est déjà de la petite PME bien sympathique, quoi. Tout à fait, c'est vrai. Tout à fait. Et toi, comment va se faire l'évolution tout à coup vers l'entrepreneuriat? C'est vraiment ton cadre familial avec les enfants qui vraiment t'a poussé, je dirais, ou tu t'es dit, ok, je peux pas continuer comme ça, puisque clairement, en fait, je suis arrivé au taquet de ce que je pouvais faire au niveau de l'évolution, puisque en fait,
évoluer, c'est encore plus de déplacements, encore plus de, c'est ça, encore plus de travail de déplacement, et ça c'est compliqué quoi. C'est vrai que c'est lourd. Dans ces métiers-là, c'est assez lourd à gérer quoi. Tu devais faire un paquet de milliers de kilomètres. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, alors je sais pas si au début, j'aurais dit que j'étais entrepreneur, enfin, ou entrepreneuse. Hmm. Je crois pas que je le qualifierais comme ça. Alors, je sais pas si on commence comme ça, mais moi, je me suis dit, je suis plutôt une formatrice qui me met à mon Hmm. compte. Donc, Ouais, d'accord, bon, c'est une entreprise. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. je me suis dit, voilà, je vais me mettre à mon compte. Donc, j'ai refait mon petit CV, j'ai mis en avant mes compétences de formatrice, d'animation, etc. Et puis après, je suis allée voir différents organismes de formation. Je voulais former sur tout sauf sur la vente. Je voulais pas D'accord, entendre parler des techniques de vente parce que ça faisait 15 ans que je les pratiquais et j'avais envie de faire autre chose. Donc je faisais des formations en communication avec, j'ai fait pour du coup des formations dans le BTP, des contrôleurs de qualité, dans le RSE, des domaines qui n'avaient rien à voir avec mon domaine d'expertise. Du coup, d'accord. c'était très enrichissant Ouais. sur des thématiques de communication, de management, de prise de parole aussi. Donc ça m'a permis de rencontrer un public vraiment différent. Et Hmm. donc voilà, je suis allée chercher mes propres missions et les organismes faisaient appel à moi pour former des alternants, Hmm, 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 hmm. beaucoup d'alternance, ouais, c'est ça. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Sandrine, parce que justement, c'est l'occasion de rappeler que entreprendre est sous plein de formes différentes et tu vois, il n'y a pas cette notion de ouais, je suis entrepreneur et c'est faire tel métier ou tel job ou telles opérations. En fait non, comme tu dis toi finalement, c'est pas une chape de plomb, c'est pas un étendard, ouais je suis entrepreneur et donc ça correspond à ça. Non, toi tu étais finalement attiré par la formation, tu t'es mis à ton compte comme tu l'as dit, tu es devenue indépendante et finalement bah, c'est une forme d'entrepreneuriat comme il y en a plein d'autres. Donc c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant parce que ça t'a pas mis, tu vois, une pression ou une espèce d'objectif qui aurait pu parfois te stresser. Tu vois, quand on parle d'entrepreneuriat, on imagine parfois à tort d'ailleurs que il faut passer par ça et ça, tel chemin, que c'est obligatoirement une société, etc. Toi, en fait, finalement, t'en as pas fait tu vois, un truc qui t'a paralysé ou quoi que ce soit, quoi. Ça s'est fait assez naturellement. Hein, Ouais, c'est vrai. ça c'est plutôt pas mal et ça montre à notre audience que il y a voilà, il faut se lancer et qu'il y a plein de formes différentes pour entreprendre. En tout cas, toi tu es bien au bon endroit puisque tu es sur je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends et toi tu as été apprendre, c'est-à-dire que tu as été te former, aller faire de la certification même après sur le coaching et ça c'est important d'investir. Tu as investi sur toi-même pour avancer dans ton aventure d'entrepreneur et de formatrice, consultante coach. Comment tu faisais toi pour identifier les sujets sur lesquels tu voulais te former? Ça correspondait à une conviction profonde que tu avais sur tiens, j'ai envie de proposer telle et telle offre à mes futurs clients. Comment tu voyais la chose? Ouais, ouais, parce que je crois qu'en plus, j'ai dû choisir le fait d'être formatrice parce que j'aime beaucoup apprendre. J'aurais pas D'accord. dit ça ni au collège ni au lycée, mais là Hmm. maintenant je peux le dire parce que j'en choisis ces sujets. Donc Ouais. apprendre, mais apprendre après apprendre des autres, hein, aussi comprendre l'autre, décrypter l'humain, comment il fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il va être motivé ou pas, qu'il va avoir Mhm. envie, qu'est-ce que le client du coup attend. C'était vraiment se former par rapport à ça. Donc c'est vrai que du coup, bon, je suis restée quelques temps. J'allais toujours chercher. J'ai pas refait de formation quand je suis devenue formatrice. C'est la question qu'on me pose D'accord. parfois des personnes à qui j'échange parce que du coup, Mhm. j'aurais pu refaire une formation de formateur, retourner à la fac pour décrocher Mhm. un diplôme, pour avoir un peu plus d'ingénierie pédagogique, etc. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai vraiment fait. Voilà, j'avais des sujets, on me sollicitait sur des sujets en me disant voilà, vous pouvez former là-dessus. Je disais oui, 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 je peux. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée à former en bilan, compte de résultats pour D'accord. des Waouh. étudiants responsables de développement commercial. Donc du coup, c'est pas du tout ma partie, hein, tout ce qui est de la partie comptabilité, mais je Mhm. suis formée là-dessus. Mhm. Projet, pré-communication, comment mener une négociation. Donc à chaque fois qu'on me proposait au départ les différentes missions, je disais oui.
Donc, Par du coup, contre, pour j'étais le coup, obligée. j'imagine que tu faisais tes recherches, Ah oui, enfin, tu te ah oui, oui, mettais, oui, oui, voilà, oui. Ah oui, 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 en fait, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Internet, qui est assez oui. magique, qui permet clairement de se former de manière gratuite ou payante, d'ailleurs, hein, sur n'importe quel sujet. En fait, c'est magique pour ça, Internet. Hein, il faut quand Je même pense le dire. que c'est vraiment ce que j'ai fait. En me disant, bah, de toute façon, comme alors j'étais quand même sur des profils étudiants, donc je me suis dit, bah, eux, ils sont là, ce que je vais faire, Ouais, je serai quand même là. Donc ouais. au final, je serai toujours plus avancée qu'eux, donc c'est ok, je peux le faire. Donc Oui, puis tu ça va. avais, ton expérience de Voilà. professionnel depuis 15 ans, qui avait quand même Oui. bourlingué par le monde de l'entreprise. Ça te donne mécaniquement et je dirais un niveau qui est obligatoirement supérieur, puisque tu es intervenu quand même sur des opérations courantes de la vie d'une entreprise de tous les jours. Hein. C'est ça, C'est- c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, en tant que régional, pour le coup, on était vraiment responsable de notre région, business unit, tout ce qui était compte d'exploitation, toutes ces choses-là. Enfin, on maniait Bien les sûr. chiffres très régulièrement. Donc après, c'était pas ma partie. Et puis après, avec le temps, bah, on sélectionne un peu, j'ai commencé à sélectionner un peu plus les sujets sur lesquels j'intervenais pour qu'il y ait Ouais. aussi une part un peu plus de plaisir, d'échange, en fonction des thématiques. Je me suis dit, oh, maintenant, ça, j'arrête. C'est pas mon Hein, truc. hein, hein. Et petit à petit, on sélectionne un peu plus ces missions, quoi, en fait, les missions qui nous sont proposées. Alors Sandrine, toi qui avais fait de la vente, Oui. comment toi-même tu t'es vendu et t'as vendu tes propres prestations? C'est fait genre bouche à oreille? T'as appliqué quel genre de technique pour trouver tes premiers clients? Bah, à l'époque, ça fait un peu vieille de dire ça, mais à l'époque, j'y suis allée avec mon CV, ma lettre de motivation, et puis je suis allée toquer aux portes. Voilà, je suis allée dans D'accord. les différents organismes de formation et j'ai dit Ok. voilà, est-ce que vous recherchez des formateurs? Oui, bah, en général, ils en recherchent toujours. Alors aujourd'hui, si je devais le faire, j'écrirais un mail Mhm. à différents organismes de formation en mettant mon CV ou je les appellerai pour décrocher des entretiens, pour leur dire Mhm. voilà que je suis à mon compte en tant que formatrice, j'interviens sur différents sujets et que j'aimerais bien les rencontrer pour voir si je peux travailler pour eux. Mais voilà comment j'avais fait à l'époque et je m'étais vendue très honnêtement, parce que je crois que de toute façon la vente, ça a pas besoin on n'a pas besoin de se changer, au contraire. Plus on est Mhm. authentique, plus ça fonctionne en expliquant voilà ma carrière et qu'aujourd'hui je prenais un pas différent et que je voulais démarrer dans la formation. Et ce qui serait OK pour me donner ma chance de démarrer en vantant voilà les différentes qualités que je pouvais avoir en tant Mhm. qu'animatrice déjà de différents magasins, enfin l'animatrice d'un réseau. Donc a Ouais, ouais, priori ouais. je saurais animer une salle de classe. D'accord. Alors ça, c'était à l'époque. Et alors maintenant, maintenant, tu continues à vendre et à trouver des clients comment? Parce que là, t'as changé t'as changé de calibre là, de maintenant. Oui, bah oui, oui, c'est pas la même chose. Alors, à l'époque, quand même, du coup, une fois que j'avais fait un peu ces organismes de formation, ces différents étudiants, je suis allée retoquer aux portes de justement mes interlocuteurs, Ah qui oui, le étaient, réseau. voilà, Le voilà, le réseau. réseau, exactement. Hop, ça y est, tu nous ouvres un nouveau sujet qui est le réseau. Hyper important. Voilà, donc j'ai sollicité mon réseau professionnel et notamment bah, les différents franchisés Mhm. de l'époque avec qui, bon, ça s'appelle affilié dans le groupe Beaumanoir, mais bon, c'est la même chose à peu près. Et donc je dis, bah voilà, je suis formatrice maintenant, je me suis mise à mon compte, je suis plus régionale, et est-ce que vous auriez besoin de formation pour vos équipes, etc. Et donc c'était mon premier client, donc c'était en 2016, D'accord. avec qui j'ai commencé à travailler. Il avait à peu près une quinzaine de magasins qui n'étaient pas du groupe Beaumanoir, hein, une autre chaîne de magasins. Et j'ai commencé à travailler avec lui en 2016 et je travaille toujours avec lui parce que maintenant il en a 32 des magasins. Waouh. Euh, Donc là, et j'ai accompagné. tu nous fais la démonstration que le réseau de contacts, le réseau d'affaires, le réseautage, c'est vraiment une discipline super importante et que le réseau, ça s'entretient dès le plus jeune âge, quoi. Hein. Ouais, C'est complètement. Moi je fondamental. pense que c'est ce qui m'a vraiment permis de, après, bah, ça a été mon tout premier contrat. Puisqu'avant ça, j'étais en portage salarial, j'avais même pas créé de structure parce que voilà, je D'accord, savais hein. pas trop un petit peu, donc j'étais Mhm. en portage. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même pas leur filer 10% de ce gros montant de contrat. Je vais me le garder. Je vais créer mon entreprise. Donc, grâce à eux, grâce à ce Yes. beau contrat, j'ai créé mon entreprise. Et c'était le démarrage de mon entreprise. Voilà. Et depuis, j'avoue que, même si c'est pas ce que je dis aux personnes que j'accompagne parfois, je ne fonctionne que par la recommandation, le bouche à oreille et mes clients
clients que je garde chaque année. En fait, quasiment, j'ai les mêmes clients depuis 10 ans. Et bon, je vais toujours à la conquête de nouveaux clients, mais par recommandation surtout. D'accord. Et parfois, d'autres. Mais bon, c'est ça. Ça va être vraiment le Plusieurs, réseau. Ouais. Sandrine, tu me donnes plusieurs pépites, donc je vais refaire des petits coups de projecteur puisqu'on est là pour transmettre, éduquer et partager nos expériences. Donc, Sandrine, elle nous parle d'un truc qui est super important et intéressant quand on se lance, c'est le portage salarial. Mine de rien, bon, il y a une commission, comme tu le dis, ils prennent entre 8 et 12% selon les organismes. Mais mine de rien, vous êtes salarié, ils vous font une fiche de paye, vous cotisez à la retraite, mutuelle, et puis sécurité sociale. Et donc c'est quand même super quand effectivement on est en train de se lancer et qu'on n'a pas encore beaucoup de clients ou une société avec beaucoup de chiffre d'affaires. Donc ça pour faire la jonction entre je me lance et je crée ma structure, c'est vraiment super. Donc ça, c'est le premier point d'excellence que tu nous partages. Deuxième point d'excellence, c'est le réseau. On a vu, hyper important. Et tu es reparti chercher dans tes contacts, et bien voilà les premiers clients. Donc les réseaux c'est une part complète de la prospection commerciale. Hein. Souvent, on parle de les clients, comment on fait, c'est la prospection commerciale. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de prospection commerciale et mine de rien, une des plus efficaces, c'est d'activer le réseau. Plus d'ailleurs, comment dire, efficace que de ce qu'on appelle de l'appel à froid, par exemple, ou Ouais, de la la prospection prospection à par froid. mailing, parce que ton réseau, eh bien, tu l'as entretenu, il te connaît. Donc, c'est beaucoup plus facile d'activer, voilà, de confier son je dirais son savoir-faire, ce qu'on a envie de vendre à des gens qu'on connaît même un petit peu, que d'appeler à froid, comme on dit, ou d'envoyer un email à quelqu'un qu'on connaît pas. Donc le réseau, deuxième point super important. Et puis après, troisième pépite que tu nous donnes, Sandrine, sur l'entrepreneuriat, c'est la fidélisation et le bouche à oreille, qui est pareil, un levier commercial, hein, pour tous ceux qui se disent ouais mais comment je fais pour trouver des clients, y en avoir, etc. Eh bien, à ne pas sous-estimer du tout, mais alors pas du tout, c'est évidemment la fidélisation, le fait de continuer à travailler longtemps et de demander des recommandations à ses clients déjà existants. C'est beaucoup plus facile de trouver des clients avec de la recommandation que des nouveaux clients from scratch, comme on dit, et qu'on ne connaît pas avant. Donc là, tu nous fais le combo, Sandrine, le combo gagnant de la bonne efficacité entrepreneuriale. Ça, Ouais. c'est Et c'est vrai super. qu'en plus, tu vois, je trouve que le portage salarial, au-delà de nous simplifier la vie, il y a aussi le côté où on rencontre d'autres personnes comme nous, parce que du coup, moi, j'ai fait appel à un cabinet de portage, et du coup, il y avait d'autres personnes comme moi qui étaient formateurs, Un. intervenants, et du coup, on avait quand même des réunions une fois par mois, donc ça permettait aussi de se dire, bah toi aussi tu te lances, moi aussi je me lance. Ils proposent des formations en plus D'accord. régulièrement qui sont offertes parce que tu fais partie du réseau. Donc ça te donne quand même le sentiment de faire partie d'un réseau, de pouvoir te faire former, Ouais. d'échanger Moins avec des seul. Tu te sens pairs. moins seul. Tu te sens vraiment moins seul et du coup ouais c'était vraiment un choix je trouve qui était vraiment intéressant et je conseille vraiment à pas mal de personnes de passer par là. Voilà. Et puis après, bah, le côté, oui, réseau, nourrir en fait sa relation client. Moi, c'est ce Mm, que je mm, dis tout le mm. temps à différentes personnes que j'accompagne ou que je coach, je dis c'est beaucoup plus d'énergie d'aller chercher des nouveaux clients que Qu'on connaît de pas. Ouais. qu'on connaît pas, qui nous connaissent pas, plutôt que bah, de nourrir la relation des personnes qu'on connaît. On en a partout, même dans son réseau. Des fois, c'est les amis d'amis, de dire ah tiens, Mm, tu m'as mm, mm, parlé d'un mm. tel, tu pourrais me mettre en relation avec un tel. Donc même notre entourage très proche a déjà énormément de possibilités de nous mettre en relation. Et après, voilà, si on suit ses clients, si on fait des prestations de qualité, on n'a pas besoin d'aller tout le temps rechercher des Mm. nouveaux clients, même s'il faut pas quand même pas s'endormir sur son réseau, quoi. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'il peut toujours avoir en fait des couacs et des revirements
de marché ou peu importe, même parfois un accident, un truc personnel ou autre, etc. Et donc il faut pas oublier quand même que dans ton cas, tu es donc entrepreneur indépendante, ce n'est pas une structure avec des salariés, etc. Et donc ça veut dire que si toi tu ne peux plus travailler et proposer tes prestations, eh bien le chiffre d'affaires et puis les revenus, bah, il n'existe plus. Alors on peut avoir pris, d'ailleurs j'en profite pour le signaler, il existe des assurances de protection du dirigeant, voilà, c'est important aussi pour pouvoir compenser justement s'il devait arriver une perte de revenus, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même à avoir à l'esprit quand on est indépendant, quand on travaille de manière comme ça indépendante, toujours avoir énormément d'anticipation. Ça c'est la règle de base, la règle de base de l'entrepreneuriat, toujours beaucoup d'anticipation. Et puis effectivement, on est avoir des réserves et un plan B parce que c'est voilà, vous êtes par essence, on est seul en tant qu'indépendant. Donc c'est d'autres disciplines, d'autres choses quand on est sur une petite structure, petite ou pas d'ailleurs, mais quand on est une structure société salariée. Mais là, c'est important. Et d'ailleurs, toi, Sandrine, après avoir travaillé justement dans un groupe avec beaucoup de rencontres avec des collaborateurs, etc., tu t'es pas dit, je vais remonter moi aussi une société avec justement des collaborateurs, etc. Ça t'a pas attiré plus que ça? Non. Non. Non, c'est vrai, je me suis souvent posé la question pourtant. Mmh. Et je sais pas, pourtant en plus j'aime vraiment manager. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la volonté de servir mon client au mieux et de me dire, bah, il y a que moi qui en suis responsable? Oui, c'est Après, c'est un ça. peu difficile aussi parce que c'est vrai que pour le coup, mes clients, je suis allée les chercher et ils font appel à moi parce que c'est moi. Oui. Et parce que c'est moi qui délivre aussi la prestation derrière. Je sais, mais bon, ça, c'est un peu une fausse excuse. On appelle ça l'intuitu personae, hein, donc que effectivement tes clients finalement c'est toi qui le veulent, c'est toi qui le connaissent, et donc bah voilà, justement là, Sandrine, on est en train de ce qui différencie finalement un métier d'indépendant, solopreneur. Il y a aussi cette formulation du solopreneur qui peut d'ailleurs travailler avec des partenaires, des sous-traitants, des collectifs, mais c'est vrai que quand on est indépendant, par essence, on personnifie son offre, sa prestation, et donc toi, dans ton cas, c'est toi qui délivre tes prestations. Donc oui, le sujet se pose pas. Et après, bah écoute, tu sais que peut-être ton sixième sens, tout simplement, a bien compris finalement la liberté que tu avais. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours Oui, c'est c'est ce que toujours. j'allais rajouter. J'avais quand même cette part de liberté. Alors, à un moment donné, j'ai pris une stagiaire parce que du coup, c'était opportun par rapport à un contrat. Donc, je l'ai eu pendant un mois. Et c'est vrai que là, je me suis retrouvée, bah voilà, à devoir manager. En plus, le côté un peu télétravail. Moi, je travaille depuis la maison. J'ai pas de bureau. Enfin, mon bureau, il est chez moi. Donc, j'ai aussi cette facilité de me dire, bah, voilà, Tu as un bureau, mais chez toi. ouais, j'ai un Parce bureau. que on peut en profiter pour dire aux gens, si vous pouvez, évitez de mettre votre bureau au milieu du salon ou de la cuisine ou autre. Hein. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir son bureau. Ça peut être chez soi, mais c'est bien d'avoir son espace quand même de travail. Ou alors un espace de coworking auquel je crois Oui, beaucoup aussi, hein. Ça peut être oui, vraiment tout une à bonne fait. chose. Ouais, pour faire des rencontres et du réseau, le Ouais, coworking, c'est super. c'est super. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aime cette indépendance. Ça me permet de, voilà, sur des journées, si j'ai envie juste d'apprendre, de me former, d'autres où je veux travailler avec des collègues, parce que je travaille avec mes collègues coachs aussi, hein, on fait de l'apprentissage ensemble et puis on travaille ensemble. Et puis je rencontre plein de monde en fait. Donc je me suis dit, tiens, parce que si je prends des salariés, du coup, bah, ça veut dire que je serai pas chez moi, je serai dans un bureau, Ouais. je vais investir, je vais pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux, parce que c'est pas comme ça que je conçois le fait de manager une équipe. Donc je me suis dit, bon, peut-être que je m'ajoute des choses auxquelles j'ai pas envie de vivre. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur le chemin de toujours comme on appelle maintenant, la solopreneur ou Eh, eh. indépendante. Et je crois que ça me va bien. En tout cas, Bah, en je fait, pense pas à ouais, switcher, hein. Depuis 10 ans, j'ai encore jamais pris le pli de Hmm, switcher. Par contre, développer un peu plus de revenus passifs, peut-être. d'accord. C'est Ouais, autre ouais. chose. Oui, après, encore une fois, on est rentré dans une ère
on va en parler, on va en toucher un mot, mais aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée, qui donne de nouvelles capacités de productivité, de délivrance de sujets. Moi, je dis souvent que dans les métiers du chiffre et les métiers de lettres, c'est-à-dire tout ce qui est formation, marketing, communication, etc., les IA, c'est quand même incroyable ce qu'elles arrivent à nous apporter, à nous délivrer. Tu peux vraiment les utiliser de grande manière, et donc ce qui fait que en fait, tu en fais beaucoup plus tout seul, en fait. Donc, je pense qu'on va voir les premiers entrepreneurs, solopreneurs, milliardaires, en fait, avec l'IA dans les prochaines années. Ouais, il y en a déjà. Je pense qu'on est vraiment sur ce phénomène-là. Donc c'est vrai, comme disait ma maman, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Et c'est pareil pour les sociétés. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que une structure sociétale où tu commences à avoir des collaborateurs, des charges de fonctionnement, salaire, bureau, etc. C'est de l'entrepreneuriat, mais c'est plus du tout les mêmes catégories. Et d'ailleurs, Sandrine, tu vas nous donner ton témoignage. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent finalement le fait d'être passé à quelque chose de plus structuré dans le sens collaborateur, bureau, etc., eh bien je ne suis plus un entrepreneur qui fait ce qu'il aime faire, mais je fais de la gestion. Je fais de la gestion d'entreprise, je fais du management, je fais de l'encadrement, et finalement je ne produis pas ce que j'aimais produire en tant qu'entrepreneur. Donc tu vois, c'est un vrai sujet aussi. Si tu as envie toi de continuer à délivrer du conseil, de la formation et du coaching comme tu es en train de le faire, voilà, ça te convient bien. Ouais, je pense que il y a une part de vérité dans ce que tu dis. Pour le coup, je crois que j'aime du coup aller à la rencontre des personnes, les former, même si de temps en temps, c'est sûr que une fois que je fais une formation vente et que je fais la même 5 jours d'affilée, au bout du 5e jour, je me dis j'en ai quand même marre. Mais c'est pas toute l'année, c'est pas tous les jours, donc voilà. Mais du coup, je vais à la rencontre de l'autre, on échange, je forme, je fais mon show, je dis comme j'aime, j'aurais bien aimé faire ça, ou alors des one woman show. Donc je fais un peu mon one woman show, moi, mais dans les magasins, dans les formations. Et du coup, je me déplace, et c'est ce qui me plaît, et je vais sur des publics aussi où je pense que ça a du sens. En tout cas, moi, ça me donne du sens parce que ce sont des publics, des conseillers de vente, sont pas des métiers qui sont très reconnus, en tout cas, et très valorisés. Et du coup, moi, je me bats pour qu'ils le soient. Donc du coup, c'est vraiment mon objectif, c'est ça. Donc quand je vais les voir et que je leur dis voilà, votre métier, il est hyper intéressant, vous faites vraiment du super boulot, vous avez besoin d'avoir une certaine psychologie humaine, de comprendre l'autre. Enfin, c'est pas juste de la vente. Je suis contente de pouvoir leur donner de la force en fait. Donc c'est vrai que si je gérais des formateurs qui le feraient à ma place, alors après j'aurais peut-être le même discours avec mes formateurs, mais oui, je serais plus dans la gestion de mon entreprise, de mes formateurs. C'est plus toi qui serais au contact. Non, et j'ai choisi ce métier-là pour faire de la formation. Donc, alors après, tu as évoqué un sujet qui est que par essence, on le comprend bien, quand on fait un métier de formation, de conseil, de coaching, d'accompagnement en tant que personne physique, eh bien évidemment, on a un agenda et donc un chiffre d'affaires qui est contraint, puisque ce qu'on vend, c'est du temps, c'est son temps. Donc c'est pour ça que tu as évoqué quelque chose qui est très important, c'est que dans une ambition, et je pense que tu l'as aussi, tu l'as dit, eh bien il va consister à développer, à réfléchir à une stratégie de développement de revenus dits passifs, avec des formations en ligne, avec des choses comme ça où tu ne vends pas ton temps et ta présence, qui mécaniquement est limitée dans ce que tu peux délivrer. Donc ça, c'est le seul moyen pour un indépendant, pour un solopreneur, à un moment donné, de développer son activité, de développer son chiffre d'affaires, parce que si tu ne vends que ton temps, et on appelle ça le tarif jour-homme en général, il y a la notion de tarif horaire, de tarif jour-homme à la journée, là, ça, c'est obligatoirement limité. donc ça, tu réfléchis à ça. Alors, sur quelles sont les disciplines sur lesquelles toi tu interviens au niveau de la formation? C'est auprès de quel public tu as mis en place ton offre d'accompagnement? Alors du coup la formation, comme je disais au départ, je voulais former sur tout sauf sur la vente, mais quand j'ai contacté mes anciens, mes contacts en tout cas dans le retail, ils voulaient que je forme en vente. Donc
J'étais reconnue pour ça. Alors vente, organisation, management aussi, beaucoup de responsables de magasins, responsables régionales, responsables de zone. Donc D'accord. mes sujets de prédilection, c'est ça, c'est la vente. T'es C'est revenu, t'es vraiment revenu ouais, là-dessus. ouais Bah, parce que c'est ce que j'aime en plus hein, pour le coup. Je voulais bon, plus faire ça, mais en chasser fait le c'est ce qui naturel. m'éclate. C'est ça. On veut sortir du retail, mais on n'y arrive pas. Donc voilà, donc je forme surtout sur tout ce qui est vente, communication, et puis le manager aussi, tout ce qui est Mhm. relations humaines dans une structure en fait, mais vraiment très orienté vente magasin, management D'accord. d'équipe, et puis aussi d'autres formations qu'on dispense avec mes collègues, mon collectif de coach, où là on est plutôt sur Ouais. de l'AI, enfin de la démarche appréciative, appreciative inquiry, accompagnement au changement, voilà ces choses-là. Mais mon cœur d'activité aujourd'hui, c'est vraiment des formations pour les managers. D'accord. J'ai plein de questions qui me viennent, et des questions qui vont être un peu plus gratignantes. On va parler du secteur de l'information avec les Calliope et compagnie. Il y a un tas de choses à raconter là-dessus. Ça m'intéresse de creuser pour qu'on partage ton expérience. Toi qui es au contact comme ça du terrain, du retail et de la vente, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques inputs sur comment tu sens les jeunes et les moins jeunes, les gens que tu formes, que tu rencontres par rapport à l'évolution, le marché du travail, etc. Comment ils se comportent, dans quelle santé ils sont? Ils sont contents? Tu sens que leur métier a évolué? Quel est le pouls de l'économie que tu ressens à travers eux, à travers les formations? En tout cas, quand je les ai en formation, c'est toujours hyper intéressant de les avoir avec moi. Parce Ouais. que ils sont en général très nature. Mhm. Donc ils arrivent, c'est un peu comme le McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Donc eux, ils viennent comme ils sont, sans filtre. D'accord. C'est Ils bien sont ça. capables de... Ouais, Ouais. c'est hyper intéressant parce que du coup, dans autant si on voit un peu des personnes qui sont pas de cette même génération, vont vous dire oui, mais moi je sais vendre, pas de problème. Ou alors ils vont en avoir un peu marre du consommateur, de l'exigence des clients. Je dis vous, je sais pas si les clients sont de plus en plus exigeants, c'est peut-être vous qui avez de moins en moins de patience. Et du coup, les jeunes, bah voilà, ils arrivent, bruts de décoffrage, ils sont un peu là des fois par hasard. Et ils sont hyper preneurs de tout ce que je peux leur apporter, mais tout en sachant que mes formations sont très pratiques et très sur le terrain. Donc D'accord. c'est important aussi, parce que des fois ils sont aussi là parce qu'ils aiment pas l'école, ils aiment pas étudier, donc ils ont pas envie de Ouais. rester dans une Ouais. salle toute Ouais. la Ouais. journée. Et donc moi je les trouve très avares, enfin très demandeurs, pardon, de tips, D'accord. d'informations, et puis aussi très en attente de la part de leur organisation, de D'accord. savoir, bah, il faut que le manager il soit bon. Alors il soit Mhm. bon, attention, il soit bon humainement, que ce soit quelqu'un de bien, qui leur parle bien, qui les motive de la bonne manière, qui donne du sens et qui crée aussi une belle cohésion d'équipe, une ambiance. Ils veulent tous travailler dans une bonne ambiance. Si l'ambiance elle est un D'accord. peu pas très agréable, où ils n'ont pas envie trop de venir au boulot, Ouais. ça va être difficile. Après, pas facile hein, de recruter dans la vente parce que pour le coup, la Mhm. vente ça fait pas rêver. Il n'y a pas de télétravail. On Mhm. travaille les week-ends, on travaille Et les ouais. dimanches quand c'est Noël, on travaille pendant les vacances parce que c'est les moments de rush. Et puis du coup, on peut pas, un jour on est un peu mal luné, on fait la gueule, bah non, parce que tu es en magasin et puis tu as les clients en face de toi. Donc ça nécessite, c'est un peu un Mhm. sacerdoce quand même. Donc Ouais, c'est ouais. difficile de les faire venir. Et en même temps, il y a plein je trouve, moi, ils sont contents de retrouver les collègues, d'être dans une bonne ambiance, d'être toujours occupés parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Donc voilà, être sollicité et puis trouver du sens à ce qu'ils font. Moi, j'essaie de leur donner du sens en disant que voilà, quand tu vends une robe, tu vends pas seulement une robe, mais tu participes au bien-être de quelqu'un en face de toi qui, plutôt que d'aller chez le psy, il va s'acheter une robe, ça va bien marcher aussi. Mhm. Mais voilà, de leur donner du sens aussi. Et les jeunes managers, moi, je suis assez épatée de certaines personnes que j'accompagne sur des postes de manager qui ont 22 ans, qui vont gérer une équipe de 12 personnes et qui me bluffent en fait, qui me bluffent parce D'accord. que du coup, bah, comme tu disais tout à l'heure, l'accès à l'information et à la formation est quand même un peu partout. Et du Mhm. coup, ils vont s'auto-former, aller chercher des infos, lire des bouquins, regarder des vidéos sur YouTube, écouter des podcasts.
Et ils sont hyper demandants. Enfin, tu me rassures, parce que moi j'avais l'image de la Gen Z notamment qui a des soucis de comportement et tu vois, pour aller travailler, avoir envie d'aller travailler, tout ça. Toi, tu le ressens pas plus que ça, quoi. Non, alors après, moi, je travaillais pas avec eux tous les jours, mais même en parlant avec je pense que c'est surtout les managers qui savent pas s'adapter, qui arrivent pas à travailler avec eux. Les managers qui arrivent à s'adapter, ils sont capables de faire. Moi, je prends toujours l'exemple quand les managers disent ouais, de toute façon, les jeunes de maintenant, ils veulent plus bosser, ils sont feignants, machin. Je dis écoutez, moi, je pense que mon fils est un jeune de maintenant. D'ailleurs, mon grand, il a 21 ans, et alors c'est vraiment pas un tir au flanc, quoi. Et il a envie de bosser. Par contre, il est hyper exigeant sur la manière dont il est managé. Et si parfois un manager lui donne pas de sens ou est injuste, il peut tout de suite tomber en démotivation totale. Et ma fille, je pense qu'elle sera exactement pareille aussi. Donc, si tu sais leur donner l'attention qu'il faut, les manager correctement, leur donner de quoi réussir, parce que faut se dire aussi que des fois dans les entreprises, le onboarding, il est quand même catastrophique, quoi. T'arrives, tiens, tu prends ça, tu le mets là, c'est bon, t'as compris, merci, au revoir. Ça donne pas envie de rester. Donc il faut des valeurs, une ambiance, un bon management, une bonne expérience collaborateur au même titre une bonne expérience client. D'accord. Mais toi, tu as pas un cobaye, c'est pas le mot, mais en tout cas, tu as ton propre fils qui te donne. Bah ouais. Et j'en ai plein. J'en vois plein des vendeurs qui sont jeunes et qui sont super. D'accord. Bon, bah moi je côtoie moins la Gen Z. Donc effectivement, ça m'intéresse toujours d'avoir, tu vois, le regard de ceux qui passent du temps avec eux. C'est vrai que c'est intéressant. Mais bon, super. En tout cas, c'est vrai qu'il semble-t-il, ce que tu dis est vrai. Il y a manifestement une véritable quête de sens, de valeur qui émane de chez eux. Donc oui, après, puis il faut quand même comprendre qu'ils mettent pas le travail au même endroit que ce que nous on le mettait. Que ce que nous, eux, c'est vraiment un moyen d'obtenir autre chose, partir en vacances, faire un tour du monde, enfin voilà, peu importe. Et puis après, on changera de boulot si ça me plaît plus. Dans 4 mois, je ferai autre chose. Et bien, pour découvrir autre chose, ils ont une soif de découverte. Alors que nous, bon, c'est vrai qu'on pouvait rester parfois sur un métier où nos parents, nos grands-parents, pendant 30 ans, 40 ans, au même poste, dans la même entreprise. Ça existera plus. Mais donc il faut savoir les garder et puis se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, on les gardera pas très longtemps. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas investir sur eux, parce que certains de mes clients des fois me disent ouais mais bon, ça change tellement, on n'a pas les mêmes personnes, ça évolue, ça bouge. Ben, je dis oui mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas leur donner pendant qu'ils sont là. S'ils sont mauvais, ça va pas vous développer votre chiffre d'affaires. Tu parlais en anglais de l'onboarding, qui est en fait l'intégration, l'accueil des collaborateurs au sein d'une entreprise. Effectivement, j'ai eu accès à quelques chiffres qui avaient été faits par différents organismes spécialisés sur l'emploi et qui expliquaient que quand même, en fait, quand l'intégration était mal faite, eh bien, les coûts était astronomique. Avoir des gens qui partent, qui démissionnent, recommencer le processus de recrutement, etc. Ça coûte une petite fortune. Ça vaut le coup de se dire, on va faire un minimum de choses comme il faut pour que l'intégration soit la meilleure possible, parce que il y va d'ailleurs de l'image de marque, de la réputation, et avec des incidences très directes sur tout simplement le chiffre et la réputation de l'entreprise. Donc bon, c'est des vrais sujets, quoi. Alors, Sandrine, tu évolues dans le monde de la formation et il y a quand même un sacré bordel dans cet univers-là depuis des années avec les certifications, les Calliope, les je sais pas quoi, etc. Alors moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est toi en étant indépendante, donc par essence petite structure, comment tu fais face à tout ça toi-même pour obtenir je sais pas quoi, les certifications, le truc, le Calliope, le je sais pas quoi. Est-ce que tu veux nous témoigner un petit peu de comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu as des organismes qui t'accompagnent sur ce sujet-là? Est-ce que toi-même t'es on appelle ça certifié, non, c'est ça? Est-ce que tu as ton numéro de formateur, formation, comment ça se passe tout ça? Parce qu'en plus il y a des coups de ménage là régulièrement. Il y a eu la mise par terre d'un certain nombre de choses. Il y avait le Datadoc à un moment donné. Datadoc, je sais même pas si c'est toujours le cas. Ouais, non, c'est ça. Non, ça n'existe plus. Il y a plus Datadoc. Bon, ok. Ouais. Moi, j'ai pas suivi le truc. C'est sûr que, du coup, au début,
pour être organisme de formation, entre guillemets, il suffit de s'inscrire pour demander un numéro d'enregistrement. Alors, il faut quand même avoir une première convention de formation. D'accord, avec un client ou avec quelqu'un. Avec un client ou avec ta cousine que tu formes à je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est ça. Il faut une convention de formation avec un programme pour montrer un peu que voilà, tu vas être organisme de formation. Et après derrière ça, tu peux très bien rester organisme de formation sans avoir de certification, notamment la certification Calliope. D'accord. Mais ça veut dire que du coup, tu pourras pas bénéficier, en tout cas tes clients ne pourront pas bénéficier des budgets auxquels ils ont cotisé, des budgets des OPCO, et du coup, ils devront payer de leur poche. Donc c'est un vrai choix. Ouais, c'est ça la différence en fait. Ouais, la seule différence. Entre une certification Calliope ou pas, etc., c'est que soit c'est une formation payante entre guillemets, genre privée, c'est comme un appel d'offres public privé, c'est pareil quoi, là c'est privé, et donc t'as pas de financement, t'as rien du tout, et c'est l'entreprise, elle va pas chercher dans son budget formation, c'est ça. Par rapport à si tu as la fameuse convention certification. D'accord. Ouais. Ok. Tout en sachant qu'en général, ces budgets de formation ne sont valables que pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est des fonds mutualisés. Donc, ça veut dire que dès que l'entreprise elle est plus grosse, tu peux arriver et de proposer tes formations, un processus de formation. De toute façon, ce ne sera pas financé par les OPCO. D'accord. Donc c'est un vrai choix. Voilà. Donc moi j'ai démarré en m'enregistrant. Après j'ai été datadocké. Donc là pour le coup Datadoc, t'envoies tes documents et puis on te valide. C'est bon, t'es datadocké. Il y a pas voilà. Et après Calliope c'est un audit. Donc là pour le coup tu dois montrer patte blanche. C'est beaucoup plus vaste. Il y a beaucoup plus de critères avec alors qui sont pas mauvais, enfin en tout cas j'ai eu un bon auditeur, donc du coup il m'a donné du sens, même si des fois c'est un peu chiant, mais justement se tenir au courant du fonctionnement des OPCO, la législation, faire attention au handicap, faire de la veille, faire des questionnaires avant la formation, à chaud, après la formation, à froid, voilà, tout un processus qui, entre guillemets, valide la qualité de la formation, de ce que tu délivres. Tout en sachant que dans la formation tu peux raconter tout ce que tu veux, tout le monde s'en fout, mais c'est un peu le propre des fois on t'audite sur des critères où tu pourrais raconter n'importe quoi pendant une journée, t'as personne qui vient voir ce que tu racontes. Mais c'est quand même un processus qui est un peu long, qui est un peu fastidieux. En plus moi administratif j'aime pas ça, mais bon voilà, moi, je l'ai passé toute seule avec une collègue, et c'est vrai que moi aujourd'hui, comme mon cœur de cible ce sont les franchisés, et en général, ils ont moins de 50 salariés, parce que moins de 50. À peu près sur 30, 40 salariés. Ils cotisent, ils peuvent bénéficier des fonds de formation. Donc, je peux difficilement faire autrement que d'être Calliope. Mais je pense qu'on peut tout à fait être formateur. En plus, il y a des organismes aujourd'hui qui te portent, où tu peux faire appel à eux pour te faire porter. Ils vont prendre un pourcentage de ton contrat, et eux sont certifiés Calliope et toi tu l'es pas, et tu peux te faire porter. Comme le portage salarial, il y a le portage Calliope. Il y en a qui peuvent te dire, voilà, moi si vous voulez, je pourrais faire ça si je veux, mais du coup c'est quand même toi qui te tapes l'administratif, donc non merci. Donc tu pourrais dire, voilà, moi je suis Calliope, si vous voulez, c'est du coup ma société Elle Formation qui va facturer, etc. Et du coup on prend un pourcentage sur le contrat de la personne. Donc j'avais entendu que c'était plus autorisé. Ça, si, c'est toujours autorisé. Alors, à un moment donné, oui, ils ont dit qu'il fallait qu'on soit Calliope pour pouvoir faire appel à des formateurs, un organisme. Je suis pas sûr que ce soit encore. Parce que j'ai cru voir passer un truc comme ça où effectivement il y avait ce fameux portage, comme tu dis, par d'autres qui étaient Calliope, mais qu'en gros maintenant c'était plus possible. Il fallait que toi-même tu sois. Peut-être que c'est passé. Ouais, à un moment donné, on a entendu que c'était le cas. J'ai vérifié et c'était pas le cas. De toute façon, toi t'es pas concerné puisque tu as ton propre Calliope. Moi j'ai mon propre Calliope, donc voilà, ça me. Mais ça coûte de l'argent, Sandrine, cette petite histoire de se faire Calliope, tout ça, ça coûte. Bien sûr. Bien sûr, si tu veux te faire, au départ, c'est en fonction quand même de ton nombre de sessions de formation et ton les nombres de formations que tu dispenses. Mais voilà, sur un indépendant comme ça, va falloir investir à peu près 1 500 € au minimum, quoi. D'accord. À peu près entre 1 500 et 2 000 €. Okay. Et après, c'est tous les 3 ans. D'accord, tu as une sorte de certification que tu renouvelles en fait. Ouais, tu repayes tous les 3 ans. Et tu te fais auditer. Sur la surveillance aussi au bout de 18 mois. Et toi, ce que tu dis, Sandrine, de ton expérience, c'est que c'est pas lié à ta taille. C'est-à-dire qu'une personne indépendante, formatrice seule, elle peut obtenir son Calliope en fait. Ah oui, bien sûr. Ok. Il suffit qu'elle organise de formation, elle dispense des formations. Elle rentre dans la démarche seule, elle montre ce qu'elle fait. Tu peux être certifié Calliope alors que tu as fait une formation. Tant que tu montres un dossier qui est complet, tu peux te faire certifier. Et puis si tu n'as pas encore fait de formation,
On va t'expliquer tout ce que tu dois faire et puis tu vas devoir montrer tous les documents que tu auras mis en place pour répondre aux critères. D'accord. Avec Intéressant un en tout cas auditeur. tu as bien fait de venir, Sandrine, parce que tu m'as appris quand même quelque chose sur les histoires de taille là, 50 salariés et tout ça. Moi, je savais pas ça. Ah D'accord. bah c'est vrai que les OPCO, moi maintenant, à force de les travailler avec eux, je maîtrise un peu quand même le sujet. Et voilà, je sais quand il y a des fonds, quand il n'y en a pas, quels sont les fonds qui existent, ils débloquent des fonds, etc., Ouais, etc. Mais ouais. effectivement, voilà, c'est vraiment pour les entreprises de moins de 50 salariés qui cotisent à des fonds mutualisés. Donc en plus, il faut savoir que D'accord. Ouais. ces entreprises-là, comme ce sont des fonds mutualisés, ce sont les premières arrivées qui sont les premiers servis. Ouais, c'est ça. Donc tu peux cotiser chaque année si tu veux, et puis au final, t'appelles, tu dis ouais, j'aurais besoin d'une formation. Ah bah non, il n'y a plus de fonds. Bon, Il y a t'as plus d'argent. cotisé pour les autres. Il y a plus d'argent. Ouais. Il n'y a plus d'argent. Donc ça voilà. Alors que les autres grandes entreprises, elles, Hmm. elles ont quand même de toute façon qui est intégré dans leur entreprise Ouais. Elles leur sont. leur plan de développement en fait de compétences qui fait partie. Elles ont un budget Ouais, qui est donné en fait à la formation de leurs équipes. Et là pour le bien coup, pas sûr. besoin de Calliope parce que de toute façon, Ouais. il n'y a pas d'aide. C'est pas financé. C'est pas éligible quoi. C'est pas Non, c'est éligible. pas éligible. C'est ça. D'accord. Ouais, bah tu vois, mine de rien, c'est bon à savoir parce que il y a quand même un marché des entrepreneurs, des formateurs, etc. Où au niveau des cibles à qui on s'adresse, on est toujours en train de se dire ah là, attention, j'ai pas, est-ce qu'il faut que je sois Calliope ou pas, etc. Bon, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que je trouverais chouette d'aller proposer des formations à des sociétés de plus de 50 salariés. Tu vois, parce que comme ça t'évitera l'administratif. Après, ça veut dire aussi que si jamais tu peux, quand tu es Calliope, tu peux aussi te mettre dans le CPF. Tu peux mettre tes formations au CPF. Après, il faut qu'elles soient enregistrées, reconnues, RNCP D'accord. Ouais, ou au ouais. C'est CQP. Mais encore c'est une encore autre un dimension. autre level où tu peux te faire accompagner pour le faire si tu veux, mais tu peux te faire aussi porter par des organismes qui sont eux enregistrés dans le CPF. D'accord. Et du coup, ils font appel à toi. Mais je crois que là, effectivement, il faut aussi que tu sois Calliope. Donc, Hmm. Calliope veut dire que tu proposes, faut proposer des formations certifiantes ou qualifiantes pour le CPF. Donc, même Mhm. si tu es Calliope, mais que tu n'as pas de certification à la clé ou de qualification à la clé, de toute façon, tu peux pas utiliser le CPF des gens. C'est C'est après, vraiment, c'est faut vraiment rentrer tout là-dedans. un univers. Alors justement, ça m'amène à un sujet qui est la suite de ton parcours, puisque là, on était sur la formation, etc. Puis là, tu as, depuis un peu plus un an et presque un an et demi, tu as changé aussi de registre, puisque tu as ajouté du coaching auprès des dirigeantes. Il y a un E à la fin. Ouais. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que dans l'histoire de la formation, toi, là, tu as été te former toi-même pour être coach. Tu as fait une formation Oui. de coaching. Donc, c'est une vraie volonté, là. Et après, tu as lancé ton offre de coaching. Tu veux nous. À quel moment tu te dis, tiens, je voudrais faire encore un pas et évoluer vers justement le coaching? Bah, c'est vrai que du coup, à un moment donné, la formation, je me suis rendu compte que quand tu formes les gens pendant 1 ou 2 journées, ils sont super contents. Et après, un mois après, il reste plus rien. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même pas terrible. C'est comme ça. Mais au moins, déjà, ils ont passé un bon moment. Ils ont appris Ouais. quelques trucs et puis ils en feront ce qu'ils en voudront, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être des moyens aussi d'ancrer un peu plus, de questionner un peu plus. Et du coup, bah, je me suis renseignée pour le coaching. L'idée, c'était D'accord. vraiment d'ajouter le coaching à ma pratique professionnelle en tant que formatrice. Dans mes groupes, avec les personnes que j'accompagne. Même des personnes qui me demandaient des formations en one-to-one. Je me suis dit, tiens, le coaching, ça va bien m'aider. Donc, j'ai fait une formation à l'ICN à Nancy. J'ai fait une formation de 9 D'accord. mois. Et je me suis certifiée coach RNCP niveau 7. Et D'accord. donc, voilà. Et ça m'a permis d'ajouter ça à ma pratique professionnelle. Et donc, dans un premier temps, j'ai juste consacré ce coaching à la formation. Enfin, j'ai juste ajouté ce coaching à la formation. D'accord. Dans mes sessions de formation, dans mes animations. Je l'ai C'était utilisé aussi comme bien ça. des groupes que des individus. Ouais. C'est. D'accord. Des Ok. groupes et des individus. Et puis après, avec le temps, je me suis rendu compte que comme mes clients sont quasiment tous des dirigeants, enfin c'est tous des dirigeants, mes clients, puisque je forme leurs équipes, mais moi j'ai surtout aussi au départ Ouais. affaire à eux. Mhm. Et comme je les fidélise depuis des années, bah, les dirigeants, ils sont pas que des êtres qui travaillent, donc du coup ils m'appellent parfois et un peu, je suis un peu la psy des dirigeants qui sont seuls.
Et du coup, je me suis dit, on échange beaucoup, et pas que sur leurs équipes, mais aussi sur eux, sur leur façon de travailler, leur solitude parfois, les décisions à prendre, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qu'on rencontre quand on est aussi solopreneur ou entrepreneur. On est quand même juste seul face à nos décisions et c'est pas toujours simple. Donc je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire du coaching avec, je les écoute, tout ça, mais je monétise pas le truc, quoi. Donc je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que pour le coup, moi dans la formation, il y a une temporalité dans la formation et notamment dans la formation dans le retail. Il y a des moments où tu peux former et d'autres moments quand c'est les soldes et les vacances scolaires et les vacances d'été et les opérations commerciales, tu formes pas. Donc c'est quand même assez réduit sur une année et le reste du temps, moi je me suis dit qu'est-ce que je fais, quoi? Voilà. Donc, tu vas au Bahamas. Ouais, ça pourrait être une idée. Tu pars en voyage, mais bon. Mais voilà, donc je me suis dit, tiens, le coaching, ça pourrait être intéressant d'en faire une activité à part entière, même si je le fais déjà, mais je facture pas, quoi, en fait. Alors évidemment, je le fais pas pour les dirigeants que j'ai là et mes clients que j'ai là, parce que je vais pas leur dire un jour au lendemain, tiens, en fait, maintenant, quand tu m'appelles, tu seras de temps. Par contre, je les utilise, entre guillemets, pour les questionner sur leurs problématiques, c'est un peu mon laboratoire, quoi, en fait. Ouais. À quelles difficultés ils font face, comment est-ce qu'ils font, de quoi ils auraient besoin, etc. Donc je les accompagne quand même et en même temps, je m'en sers de laboratoire pour parler à ma cible aujourd'hui, qui est orientée effectivement sur les dirigeantes. Ouais, ça a été un peu compliqué de faire pas compliqué de faire ce choix. Je me suis posé la question, je veux pas paraître pour la nana un peu féministe qui s'adresse qu'aux femmes, girl power. Tu sentais que j'allais t'interroger là-dessus? Mais bien sûr, je le sais. Moi, ça me surprend. Je dois t'avouer que ça me surprend toujours les programmes de coaching, de mentoring qui sont vraiment spéciaux. C'est que pour les femmes, c'est des femmes pour les femmes. Tout ça, moi, ça me fait toujours un petit peu parce que je n'applique pas de genre à la compétence ou à l'expertise. Tu vois ce que je veux dire? C'est un homme, une femme. Chez moi, il y a zéro différence, donc je suis toujours un peu surpris mais j'écoute, ça m'intéresse Alors après, les femmes ont des vraies différences parce que du coup, pour l'avoir vécu dans le retail, il y a beaucoup de femmes, notamment dans le prêt-à-porter, il y a beaucoup de public féminin. Et donc, en échangeant avec elles et sur mon parcours entrepreneurial, ce qui a été aussi très compliqué pour moi, c'est d'être maman et en même temps d'être entrepreneuse. Ou d'être dirigeante, on peut dire dirigeante de sa structure. Comme ça doit être très difficile d'être papa et en même temps d'être entrepreneur. Oui. Mais du Bienvenue au club. Moi, je suis papa et entrepreneur avec 3 enfants et donc je note bien aussi. C'est ça. Et donc c'est pour ça que du coup je choisis de m'adresser à ces femmes parce que pour le coup c'est des problématiques que j'ai rencontrées, que les personnes que j'accompagne rencontrent. Et puis il y a aussi, et c'est ce qui a un peu décidé mon choix, c'est qu'après cette formation de coach, j'ai fait une formation aussi de coach en image. Coach en image personnelle, parce que du coup c'est ce que je proposais à mes clients pour aller un peu plus loin que des techniques de vente. Ils faisaient vraiment des conseillers en image en magasin. Et donc là je me suis dit moi le coaching en image je sais le faire pour les femmes mais je sais pas le faire pour les hommes et c'est une réalité. Donc je vais pas aller faire du coaching en image pour les hommes alors que je sais pas faire. Donc je sais faire pour les femmes. Donc dans mon programme d'accompagnement et dans ce coaching pour les femmes, il y a aussi toute cette partie confiance en soi, le pouvoir du vêtement, des couleurs, etc. Donc ça correspond vraiment aux femmes. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'on a tout un grand déficit de confiance en nous. Ça, c'est typiquement féminin. Même, je dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui n'ont pas confiance en eux, parce qu'il y en a aussi beaucoup, sauf qu'eux, ils se construisent une carapace ou un ego des fois un peu plus important que nous. Et nous, on est tout le temps dans le doute. Et le doute, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais plaire? Est-ce que ce que je dis, ça a de l'importance? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Et en tout cas, c'est mon sentiment. Ça, c'est une grosse majorité. Tu le ressens comme étant une grosse majorité, en fait. C'est comme ça, quoi. C'est par la société, c'est par le patriarcat, c'est par tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est un fait que tu ressens, quoi. C'est un fait que je ressens. Donc je me dis, et puis du coup, c'est vivre aussi avec le regard des fois que les autres portent sur nous, ne pas réussir à faire abstraction de ça. Là, les femmes que je coach, alors ce ne sont pas que des dirigeantes et d'autres, mais il y a un déficit de confiance en soi, c'est l'enfer. Et quand j'échange avec des hommes, alors je dis pas qu'ils n'en ont pas. Au départ, en tout cas, va falloir creuser une espèce de carapace et aller au-delà de l'armure. Et moi, j'ai pas envie de m'emmerder à faire ça. Voilà, tout simplement.
Voilà, les femmes, elles arrivent à moi, elles vont tout de suite me dire, bah voilà, moi j'ai un problème de confiance en moi, avec Ouais. mon image, ma prise de parole, j'ai du mal à... Voilà, j'ai des dirigeantes que j'accompagne, elles ont monté, j'en ai une qui a quand même monté une franchise avec 130, Oh, 130 points de vente, ouf. qui aujourd'hui me livre en me disant, mais Sandrine, quand je prends la parole, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on a pensé de moi? Je suis pas à Waouh. l'aise, je sais pas comment me tenir, je sais pas comment faire, etc. Je pourrais le faire aussi pour les hommes, hein, sur la prise de parole. Mais Ah, ouais. on va pas travailler la même chose. Waouh. Donc, Ah oui, voilà, je suis... 130 points de vente, là, ça cause. Hein. Alors, Il faut qu'elle beaucoup vienne, il faut qu'elle vienne chez Je ne perds jamais, là, on va la mettre à l'aise. Hein. Ouais, beaucoup de franchisés. Ouais, il y a beaucoup de franchisés, mais du coup, bah, elle a quand même monté comme un espèce d'empire, et elle n'est pas Ah du oui, tout à l'aise, ni avec son image, ni avec... en plus, c'est une jolie fille. Enfin, voilà. Et donc, il d'accord, y a des waouh. problèmes de... On n'est pas à l'aise avec son image, on se sent Hmm. pas légitime, on n'a pas confiance en soi, on ne sait pas trouver le juste milieu en tant que femme entre si je crie un peu fort, je vais passer pour une hystérique, si je Ouais, m'écrase, je vais me faire bouffer, si je veux pas que je ouais, sois trop c'est pas facile. gentille. Ouais, Voilà. je concède que vous avez pas toutes les facilités ouais, dans l'évolution professionnelle et dans la société, perso pro, c'est pas facile. Ouais, je suis d'accord. Voilà, et les remarques des hommes parfois, de Mm, certains hommes, et je mets jamais, je déteste généraliser en fait, hein. Je trouve mm, que c'est mm, vraiment mm, l'anti-communication, c'est le fait de généraliser les choses. mm, mm. Mais certains hommes, voilà, on va avoir des réflexions, des moments Ouais, déplacés, des choses comme ça. Donc je me bats un peu pour ça et je me dis, bah, et puis concilier vie de famille, charge mentale, ouais, organisation, etc. Ça revient plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Bon, voilà, ouais. On pourra dire ce qu'on c'est veut, tout. mais Mais voilà. ouais. Moi, je dois être une exception. Mon mari en est une aussi, hein. Je pense il y en a plein des exceptions. C'est pas la majorité des hommes, mais D'ailleurs, c'est tu quand sais, même. c'est Sandrine, petite remarque au passage. Je gère beaucoup de choses dans mon foyer avec les trois enfants. Et pour autant, mon épouse, puisqu'on est mariés, mon épouse a une charge mentale qui est pas inférieure. Hein, tu vois ce que je veux dire? Elle est autant participative et notamment sur la gestion de beaucoup de choses liées aux enfants. Et donc, c'est vrai que je peux avoir une intervention, on va dire logistique prégnante, mais pour autant, elle est tout autant présente pour la gestion au quotidien du foyer. Donc la fameuse charge mentale Ouais, ouais, parce des que femmes, elle est réelle. Hein, moi, je la vois. Hein, et pourtant, je suis très actif, on va dire, sur le foyer. Mais tu vois, je considère qu'elle en fait une très 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 grosse part et sûrement même plus que moi. Hein. alors au-delà du fait de faire, parce qu'on peut effectivement, bah voilà, des papas qui sont très présents aussi, très dans l'aide, enfin voilà, des maris très aidants, etc. Je pense que ça se situe pas uniquement dans le faire, ça se Mm. situe beaucoup dans la tête, dans le questionnement. Ouais, Et moi, ouais, c'est ça que je vois dans la charge mentale d'une femme, c'est questionnement, est-ce que mes enfants, du coup, vont être heureux, épanouis, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est vrai. est-ce que mon mari, est-ce qu'on va réussir, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, est-ce qu'on va réussir à être toujours amoureux et présent l'un pour l'autre malgré le fait d'avoir des enfants, euh, est-ce que je vais réussir en tant que femme dans ma carrière et que je vais pas me mettre de côté pour les autres. Mm, mm. Voilà, il faut anticiper peut-être les stages pendant les vacances pour les enfants, C'est anticiper le ça. week-end, les Les vacances, qu'est-ce qu'on va vacances, en les faire, fêtes, est-ce les que je le mets Noëls, chez tout ça. papy, chez mamie, qui est-ce Ouais. qui organise tout ça. Donc il y a un côté quand même C'est un peu plus exactement ça. de, voilà, de se dire, ah tiens, faut que je pense à faire ça, ah oh, j'ai oublié de de les inscrire de la cantine. Moi, mon mari, il sait pas comment on fait pour désinscrire de la cantine, par exemple, mais Tu pourtant, mets tu, tu vois, tu mets le il fait les doigt, courses, il fait ouais, les courses, il fait le ménage, il sort les poubelles, c'est il fait exactement des ça. câlins à ses enfants tout le temps, il s'en occupe, il leur prépare leur petit déjeuner et tout ça. Mais par contre, comment je les Ouais. inscris de la cantine, qui a prévu quoi le week-end prochain, est-ce que ma fille elle a match de volley ou pas, ça il en sait fichtre rien. Et il n'y arrive pas parce que déjà dans son emploi du temps, donc on n'est quand même pas câblé de la même manière. Je suis obligé de faire amende honorable. C'est exactement ce que tu viens de raconter. Je suis le témoin vivant de ça. C'est exactement ça. C'est cette notion de charge mentale, psychologique, de gérer effectivement tous ces aspects de la logistique de la vie de famille, où nous, effectivement, hommes modernes entre guillemets, on va, comme tu dis, participer
participer, oui, mais participer n'est pas avoir cette gestion fine de tous les à côté, de toute la famille au niveau de l'agenda, de toutes ces choses-là qui paraissent bénignes, mais qui ne le sont pas en fait. Parce que ça vous fait, vous femmes, une charge mentale, mais je vois bien. Et puis, il faut avouer que on a tendance nous à pas vous demander, tu vois, on est bien content entre guillemets que vous gériez les vacances, comme tu dis, la cantine, ce truc de la cantine, moi je le vis. Effectivement, souvent elle me dit périscolaire, enfin tu vois quand les enfants sont petits, demande à un homme tu peux faire on peut faire le jeu, moi souvent ça me fait marrer. Tu demandes à un homme quand est-ce qu'ils sont dispo pour les inviter, par exemple, à dîner. Ouais, tu vois ça avec ma femme. Je demande à ma femme. C'est ça. Donc cette charge mentale-là, d'organisation et tout, donc quand moi je travaille avec des dirigeantes, on a ce genre de conversation de dire comment est-ce que je peux me libérer du temps aussi dans mon équilibre vie pro, vie perso, comment je peux me décharger mentalement, comment je peux prendre du temps pour moi, sans culpabiliser. Et donc du coup ça va être typiquement féminin. Donc moi mon accompagnement il est vraiment là-dessus et c'est pas on a encore une fois girl power, les hommes sont tous des méchants, je suis entouré d'hommes extraordinaires donc je pourrais jamais dire ça. Moi c'est entrepreneuriat power, moi c'est pas homme ou femme, c'est entrepreneuriat tout court, mais je te rejoins à 300%, enfin je te dis il y a pas besoin mais je comprends mieux pour le coup, effectivement cette démarche de dire finalement j'accompagne sur ce que moi-même je connais, je maîtrise en tant que femme, et puis il y a pas débat en fait, il y a pas de débat puisque tu viens. J'aurais aimé, comme je dis, être accompagnée, parce que des moments où je me sens seule, où je ne sais pas comment faire et je culpabilise de travailler, de partir en déplacement, de laisser mes enfants, j'aurais bien aimé à ce moment-là avoir quelqu'un, une coach. Bon, j'ai pas cherché, j'ai peut-être pas trouvé non plus, qui m'accompagne. Donc, comme cet accompagnement, moi, je l'ai pas eu, du coup, je le crée. Tu le toi-même. J'allais d'ailleurs te demander, là tu nous as parlé de l'accompagnement sur t'as appelé ça la marque personnelle, hein, c'est ça? La marque personnelle? C'est plutôt sur le conseil en image, donc le conseil, conseil en image. Et moi je voulais te demander, quand toi à un moment donné tu te dis je voudrais évoluer vers du coaching finalement, parce que je le faisais déjà mais sans le côté officiel coaching, comment tu trouves et tu cherches quelle formation de coaching tu vas faire, parce que des coachs et des formations de coaching il y en a mais genre des milliers des dizaines de milliers. Comment tu trouves ça? Ça a été quelque chose de local dans ta région, à distance? Comment t'as cherché et trouvé la certification de coaching que t'as faite? Tu te rappelles? Ça passe beaucoup par les réseaux. Ça passe par les réseaux. D'accord. Tu t'es fait conseiller, tu t'es dit tiens. D'accord. Ouais, j'ai vu sur Instagram, Facebook. C'était pas sur LinkedIn à l'époque, Instagram, Facebook, quelqu'un qui partageait beaucoup de choses sur justement le conseil en images, etc., etc. Et cette formatrice était à l'île Maurice. Alors du coup, j'ai dû aller à l'île Maurice. C'était quand même compliqué, mais je me suis dévouée. Je me suis dit allez, j'y vais. Tu t'es dit allez hop, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Tiens, je vais y penser je vais penser à faire un truc comme ça, tiens, une formation de coaching. Mais bon, voilà, je pense que quand tu es coach comme ça, c'est pour ça que moi, voilà, j'accentue aussi ma présence sur LinkedIn. Alors, j'ai pas de présence sur Instagram parce qu'on peut pas être partout. Hein, je pense faut choisir au départ, puis après choisir ses réseaux. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Mais bon, je pense qu'Instagram serait un bon développement pour moi aussi. Mais voilà, je peux pas être partout. C'est ce que tu vas voir de la personne. Tu vas la voir. C'est pour ça qu'aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos, tu vois, qui tournent parce que du coup, tu vas t'identifier à ce que va dire la personne. C'est comme ça que tu vas être convaincu parce que des vendeurs de rêves, il y en a plein. Malheureusement, et des coachs en carton, il y en a plein aussi. Les TikTokers joueurs de flûte, ils nous font un sacré orchestre. Hein. Là, c'est ça. Ça, on est servi. C'est difficile. Et puis après, ça va être encore une fois pareil, le bouche à oreille. Quelqu'un qui va dire tiens, moi je suis accompagné par une coach. Ah oui. Et puis c'est comme ça que ça va se faire. Et puis après, tu as encore une possibilité aussi, mais c'est un peu plus long. Alors, je vais être un peu sur le sujet quand même, ton site internet, ton référencement, ton SEO, où de temps en temps, j'ai un appel en disant « Oh, tiens, vous faites du coaching ?» Je voulais savoir ce que c'était. Oui, parce que ça fait partie de l'image. Tout ça, ça fait partie de l'image. C'est ça, c'est ton écosystème que tu mets en place.
Ou après, voilà, tu peux aller discuter avec les personnes, les dirigeants. Enfin bon, moi j'en suis un peu qu'au balbutiement, je dirais, D'accord. Ouais. de ma prospection ou de mes Mm, premiers, même si j'ai déjà des contrats en cours, mais d'autres contrats. C'est pour mhm, ça que je mets à fond sur LinkedIn. Je sais que ça prend du temps, je sais mm. que... Et puis j'y ai beaucoup réfléchi, parce qu'au départ, mon offre, c'était plutôt pour les entrepreneuses. Dans la même idée des femmes, parce que elles doivent gérer ça, machin, etc. Et c'était sur leur capacité à vendre et à se vendre, parce que c'est ma tasse de thé. J'avais Ouais. même écrit un bouquin là-dessus, sur la vente, mais beaucoup plus sur la partie retail. Et je D'accord. m'étais dit, je vais leur apprendre à comme tu disais, entretenir un Bien réseau, sûr. faire appel à ses clients, faire de la vente autre que leur dire, faut que je prenne mon téléphone et puis que j'appelle à froid quelqu'un que je connais pas, Ouais. qui va me remballer 9 fois sur 10 d'ailleurs. Donc je m'étais dit, je fais ça et puis au final, j'ai voulu un peu switcher sur le fait que cette personne-là manage aussi de l'humain. Parce que je crois que j'ai une vraie carte à jouer sur le fait de savoir manager, motiver ses équipes et puis Mhm. réussir à... Donc voilà, j'ai switché. Bon. Pas de regret d'être passé à l'entrepreneuriat là, pour l'instant, non? De temps en temps, franchement, j'en ai. Hein. Je te jure que de temps en temps, je me dis, écoute, Alors moi, surtout j'en ai quand j'entends le 15 février, il n'y a plus de budget à l'OPCO. Là, je me dis, mais pourquoi je fais ce que je fais en fait? Ouais, ouais. Pourquoi je me certifie? Pourquoi je continue à aller chercher des clients dans la formation? Ou ici, en France, je me dis, mais j'aurais dû être formatrice aux States, quoi. Mm, Ou partout ailleurs, parce que partout ailleurs, la formation, elle n'est pas financée. Donc les gens se payent leur formation, ouais, les c'est ça. entreprises. Et ils trouvent que c'est important de former leurs Ils collaborateurs. investissent Ils sur eux-mêmes. investissent sur eux, en fait. Et moi, je me dis, mais je suis pas dans le bon pays, Mm, ou je suis pas dans la bonne cible, quoi. Donc de temps ouais. en temps, j'ai envie de rendre mon tablier et de me dire, alors je le prendrai pas comme un échec, parce que, bon, c'est important que j'en parle aussi dans ton podcast, parce que c'est un peu aussi, voilà, je ne perds jamais. Je me dis, voilà, si demain je devais me dire, tiens, j'en ai marre, Mm, j'ai juste envie de switcher et de repartir dans le salariat, je le verrais vraiment comme une possibilité aussi de me remettre mm. dans des organisations, des entreprises, etc. Même si je baigne quand même dedans, mais pas en tant que salarié, et de comprendre encore plus le système pour repartir après encore mieux Mm. derrière. Je le Je verrais peut-être comprends. comme une Mm, possibilité de faire une pause, mais de temps en temps, j'ai eu des années où j'ai eu des gros contrats, j'ai vraiment eu de très belles années. Du coup, ces belles années de contrat m'ont empêché de prospecter ou de développer l'année suivante. Donc une année eh oui. d'après, hyper difficile. Et dans ces moments-là, tu te dis, mais Ouais, ouais, ouais. si j'étais salarié, alors j'aurais un patron, j'aurais des horaires, j'aurais moins de liberté, mais j'aurais moins de soucis peut-être. Mm. Ouais, ouais, Et en même c'est. temps, voilà, l'entrepreneuriat, je me sens incapable de dire non, de me dire j'arrête, parce que je crois qu'on entreprend pour une mission bien particulière et c'est cette espèce de flamme là qui nous anime, Mm, mm. elle s'éteint pas. Oui, parce qu'en plus, toi, tu as finalement toujours évolué dans l'univers du partage, de la formation. Là, maintenant, tu as rajouté la dimension coaching. Donc, au final, tu es profondément ancré vers les autres, vers l'humain et vers l'accompagnement. Mm. Maintenant, effectivement, il y a différentes formes de pratiques. Et encore une fois, le salariat, ce n'est pas mal, ce n'est pas sale, hein, parce que de temps Pas en du temps, on est tout. là en train de poser, Non. entreprendre. Voilà. Et si d'ailleurs, si tu avais les fameux revenus passifs, si tu avais des produits ou des services en ligne notamment qui fonctionneraient de manière autonome ou indépendante, tu peux parfaitement cumuler Tout à une fait. activité, je dirais, on appelle ça en anglais du side project. Tu pourrais Mm. parfaitement avoir une activité en ligne avec des revenus récurrents, passifs, des formations en ligne, des choses comme ça, avec une activité autre qui est soit en entrepreneuriat, soit en salariat, et tout le monde et tout va bien. Il n'y a pas de. T'as complètement raison. Et c'est pour ça que là, je veux développer aussi cette partie-là, de me dire, moi, j'ai plein de formations, j'en ai plein mes tablettes, mais encore une fois, je les monétise pas, sauf quand je les vends à mes clients. Et je me dis, voilà, avoir ces petites formations, ou petites ou grandes, hein, qu'on peut acheter, qu'on peut consommer, puisque du coup, retrouver, après, c'est un vaste monde. Et puis dans le salariat, moi, ce que j'aime bien aussi, je me dis que demain, tu vois, surtout d'intrapreneuriat, hein, des intrapreneuses ou des C'est ça, intrapreneurs, c'est ça. eh ben, quand tu es manager de ta propre business unit et ou moi je vois des magasins où elles sont 12 ou 30 collaborateurs, autant te dire qu'elles sont un peu comme des entrepreneurs, hein, parce qu'elles ont Clairement, cette liberté, enfin, ou il ou elle, hein, voilà, ont la clairement, liberté de gérer leur équipe, de gérer leur horaire, etc. Mais ils ont tous les inconvénients aussi. tout à fait.
où toutes les facettes, le bonheur de l'entrepreneur et toutes les facettes aussi, parfois un peu compliquées. Après, par contre, en termes de revenus, qui va te Oui, plafonner, sauf comme tu dis, si tu crées un side c'est project ça, avec c'est ça. des revenus Ouais. passifs, qui est tout à Non, fait possible aussi. c'est exactement ça. Il faut quand même pas oublier que, mine de rien, dans des grandes organisations ou même des sociétés PME, quand tu es à la tête de ton propre département, comme tu dis, les responsabilités, les budgets que tu manipules d'ailleurs, l'argent que tu transites, que tu gères, la partie RH, etc., c'est comme une entreprise. La seule chose, c'est que c'est pas la tienne. Mais être directeur ou directrice d'un département ou d'une business unit, comme on appelle ça, ça n'a rien, ça n'a rien du tout à envier à quelqu'un qui serait son propre patron, est entrepreneur. Complètement. La seule chose, souvent, je discute de ça avec les invités, c'est que quand on est dans une organisation, on a parfois des choses qui peuvent se révéler plus difficiles quand on devient entrepreneur. C'est que on n'a pas l'assistance et la collaboration des autres services et des Mm. fonctions transverses, les fonctions support. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, bon bah la compta, la RH et je sais pas quoi, il y a différentes fonctions support qui sont là pour servir ton propre département. Et quand tu es ton propre entrepreneur ou que tu as créé ta propre société, ah bah là, tu découvres que il faut tout piloter, tout gérer. Et là, tu peux pas te reposer sur les autres Ouais. équipes ou les autres collaborateurs. Et ça, c'est souvent violent. C'est-à-dire que quand Ouais. on sort d'une structure où on était salarié, manager, cadre, etc., et puis tac, on monte sa propre boîte, soit tout seul, soit plus grosse, bah là, on prend de plein fouet tout cet aspect d'organisation de l'ensemble des disciplines compta, finance, marketing, communication, RH, etc. Et là, oui, Prospection, c'est faut tout là où faire on tout se seul. rend compte de l'organisation au sens de l'entité de travail. Et là, c'est déjà, c'est souvent le premier gros dosage à absorber quand on passe entrepreneur. Complètement. Hein, ben, écoute, et c'est pour ça d'ailleurs que toi, finalement, tu évolues. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous dire, c'est que tu n'as pas nécessairement une idée déjà arrêtée sur ton évolution et que tu t'interdis absolument pas d'évoluer, de changer, de repasser, pourquoi pas, du côté d'une structure qui serait pas la tienne, avec en parallèle des activités indépendantes. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que ça démontre quand même une capacité qui est hyper importante pour un entrepreneur ou une entrepreneur. Alors toi, tu dis entrepreneuse. Moi, je dis Ouais. entrepreneur avec un E à la fin, mais Bah, c'est mettons comme on veut. entrepreneuse, Euh, hein. mais en tout cas, homme ou femme, ce qui est sûr, c'est que tu as obligatoirement besoin d'avoir des qualités d'anticipation, d'évolution, de résilience et Mm. d'adaptation. D'où la formation permanente. Hein. Tu disais investir sur soi. Les pays anglo-saxons sont beaucoup plus habitués que nous à investir sur eux-mêmes. C'est vrai que nous, on n'a pas nécessairement cette discipline-là. Peut-être en partie parce qu'il y a beaucoup d'aide, Bah ouais, c'est beaucoup de sûr. supports qui nous sont donnés, etc. Et que donc on n'a pas cette stratégie d'investissement personnel. Et pourtant, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Complètement. Voilà. Quel rapport tu as à la lecture? Est-ce que tu lis des livres business? Tu te formes avec les livres? Et puis d'ailleurs, c'est une de mes questions de la fin. Est-ce que tu aurais comme ça un livre à nous recommander par rapport à ton parcours? Oui, oui. Alors, c'est vrai que j'ai un vrai rapport au livre. J'en achète plein. C'est vrai? Euh, Ah, waouh! ouais, j'adore ça. Je les lis pas tous. Je les commence D'accord. tous et je les Ouais. finis pas tous quand même. Mais c'est vraiment, voilà, j'adore. D'ailleurs, je regrette parfois mais c'est que de mon fait, hein, de ne pas prendre suffisamment de temps pour me poser et pour lire. Pour poser, pour lire. Voilà. Donc je dirais, du coup, je me suis dit la question est compliquée parce que il y en a Ah bah, plein que j'ai aimé. Alors, je me dis peut-être ce qui ferait le plus écho, je dirais un livre de Florence Servan-Schreiber. Alors, elle en a deux. Il y en a un qui s'appelle Trois kiffs par jour et l'autre qui s'appelle Power Patate.
D'accord. Euh, Power patate. ouais, le Power Patate, il est super. Parce que du coup, quand j'ai fait ma formation de coach, je me suis spécialisée, moi, dans la psychologie positive. Et donc, la D'accord. psychologie positive, c'est l'étude des forces, c'est la gratitude, le pouvoir de la gratitude, de la théorie de l'espoir, toutes ces choses-là. Donc, c'est quand je coach aussi avec ça. Et donc, je dirais, voilà, je pense que tout le monde devrait lire Trois kiffs par jour et Power Patate. C'est des livres qui sont hyper faciles à lire, D'accord. c'est quand même la science du bonheur, hein, donc ça va augmenter forcément mécaniquement ton bien-être, et c'est le cas. A priori, c'est plutôt pas mal de chercher à être heureux, hein, j'aime Ouais, bien. c'est ça, pour être cultiver vraiment son bonheur. Et voilà, et Power Patate, donc qui recense 24 forces. D'accord. Voilà, ça a été vraiment recensé dans l'humanité complète. Il y a des tests qu'on peut faire, découvrir ses forces. Et la psychologie positive te dira, en tout cas la pratique de la psychologie positive te dira que ça sert à rien de vouloir toujours aller travailler tes faiblesses ou Hmm. tes points faibles, etc. Parce que tu les as, mais plutôt capitaliser sur tes forces. Donc quand tu mets tes forces en action, quand tu sais que ça c'est ta force et que tu l'utilises au quotidien, du coup tu augmentes vraiment ton niveau de Ouais. bien-être. Donc ça c'est top. Et surtout avoir conscience de ses forces, comme je travaille sur la confiance en soi beaucoup. Je pense qu'on devrait tous avoir conscience de quelles sont nos plus grandes forces. Et c'est bien de dire quelles sont nos forces, sans être Mhm. vantard pour autant, sans se vanter. Mhm. Donc ouais, ils sont vraiment... c'est frais, c'est simple à lire. Cool, je vais les mettre dans les notes de l'épisode, c'est super référence. Je les avais pas encore, hein, parce que Ouais, tu sais que j'en suis à 80, 83, 84 interviews, et j'ai à chaque fois évidemment un livre. Donc ça me fait ouais, commence à faire une bibliographie, une sacrée bibliothèque. ouais. Ceux-là, je les avais pas, donc je suis super content, c'est super. Ouais, j'ai Est-ce fait que exprès de pas choisir un film, un ah livre ouais, c'est business, bien. parce que des Est-ce business, que il y en a plein Sandrine, aussi. on peut dire que ces livres, ils sont un peu reliés aussi à, tu sais, à ce qu'on appelle l'ikigai, trouver sa zone de génie, ce genre de choses, un petit peu? Ouais, comment je fais pour être plus heureux? Parce que pour le coup, Ouais. moi, je trouve que c'est quand même ce qui est le plus important dans la vie, quoi que tu fasses. Yes. On parlait de salarié, c'est bien, et c'est vrai, Hein, hein. entrepreneur, c'est bien aussi, mais si ça te rend heureux, bah, quel que soit le travail que tu fais, l'idée, c'est vraiment, je trouve que le plus important, c'est la quête du bonheur, quoi. Donc, oui, pour le coup, ça te permet de te questionner, de te comprendre un petit peu plus, et puis avoir conscience de tes forces, vraiment, et puis voilà, le power patate, bah ouais, se le dire, quoi. Et puis les kiffs. En tout cas, ça claque, hein. Power patate, ça claque. C'est bien, c'est bien. Ouais, Qu'est-ce ouais. que j'ai kiffé dans ma journée et du coup, je me le note le soir ou je demande à mes enfants le soir, nous, à mes enfants à table le soir, on leur demande toujours les trois trucs qu'ils ont kiffé dans leur journée. Et du coup, ils vont dire, bah, certains vont te dire que c'est le poulet à la cantine, hein, mais c'est Ouais, ok. oh, c'est tapé le kebab à midi, c'était bon. Ouais, super. Mais du coup, ça montre quand même dans une journée, quelle que soit la journée, t'as quand même des trucs que t'as kiffé. Et puis tu t'endors avec ce que t'as kiffé, tu t'endors sur des belles choses. Donc, et puis tu remercies aussi de pouvoir vivre ces choses-là, d'avoir la chance d'aller manger à la cantine, d'aller manger un poulet Yep, yep. Ouais, avec de ouais, la ouais. purée et de te faire plaisir. Et voilà, donc la psychologie positive, c'est un vaste sujet. Et ça, je trouve que c'est une belle initiation déjà sur les trois kiffs et Power Patate. Ça fait partie de la psychologie positive. Je devrais, grâce à toi, Sandrine, je vais peut-être intégrer, ajouter une nouvelle question à ma conclusion de Je ne perds jamais. Ça sera de demander si la personne elle est heureuse en tant qu'entrepreneur ou Ouais, heureuse tout court d'ailleurs. ouais, ouais. Mine de rien, parce que souvent, tu vois, on va avoir des réponses d'apparence, tu vois. C'est comme quand on dit ouais, ça va, et puis tu t'attends même pas la réponse et t'es déjà parti. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant de se pencher vraiment et de dire vraiment la vérité. Est-ce que je suis heureux ou pas, quoi. Parce que ça permet au moins de s'ancrer, de cristalliser. Et si on n'est pas heureux, bah au moins on peut aller chercher à faire en sorte qu'on le devienne, ou à, comme tu dis, exprimer une gratitude si on l'est. Que je pense que Ouais, et c'est une puis, bonne parce question. que, tu vois, la psychologie positive, c'est quand même, c'est une science, hein, en fait. Et ça a été Mm, inventé, enfin, ça a été mis en place à l'époque, le père fondateur Martin Seligman, qui a quand même, ils ont trouvé une autre solution, plutôt que de soigner les dépressifs et de leur donner des médicaments pour les soigner. Ils se sont dit, bah, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de soigner la dépression, on va ouais, augmenter le niveau de ouais. bien-être et de On va les bonheur. rendre heureux, c'est bien. On va les rendre heureux. Et en fait, Ouais, qu'est-ce qui rend heureux les gens? Et ils ont étudié tout ce qui rendait heureux. ouais. Et notamment la gratitude, ça en fait partie. Il y a la théorie de l'espoir, il y a la démarche appréciative, il y a plein de Génial. modèles, les Bon, émotions positives. Voilà. Donc je vais aller c'est un sujet perdre ça. passionnant. Je vais aller, c'est deux livres qui vont rejoindre ma Kindle parce que moi je lis pas de Ouais, papier moi très aussi, j'ai peu, les deux. J'ai les deux. très peu. Moi je suis plutôt, moi je suis carrément en audiobook ou en Kindle, enfin en truc en e-book. Donc je vais aller voir ça. Je vais ajouter ça à ma bibliothèque. Bon, alors.
il y a un truc qui peut rendre heureux quand on arrive à s'en affranchir, et ça c'est ma question de ce que tu as au fond des tripes, au fond de ton âme, au fond de ton cœur. Souvent on est contraint, c'est notre société qui veut ça, par je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas d'argent. Alors moi ce que je voudrais savoir c'est Sandrine, si je te donne un chèque en blanc et que donc on fait disparaître cette problématique de je n'ai pas l'argent, je peux pas le faire telle ou telle chose, ben, je voudrais savoir qu'est-ce que tu ferais, quel est ton rêve ou ton ambition, du fait que tu peux te permettre tout ce que tu veux. En tout cas, tu n'as pas la contrainte de l'argent. Tu l'as de manière illimitée. Raconte-nous. Est-ce que tu veux partager avec nous ton petit rêve, secret ou pas d'ailleurs? Alors, c'est un rêve que j'ai failli réaliser. Et du coup, j'ai pas pu parce qu'il y a eu la Covid. Et c'est faire un tour du monde. Waouh, Bon, ça veut pas dire d'accord. que je le ferai pas. Ouais, Donc, ça peut si pas. j'avais budget Exactement. illimité, je vendrais tout, je partirais en tour du monde avec ma famille et je partirais en tour du monde dans l'objectif de me rendre compte de ce qui rend les gens heureux dans les différents pays, dans les Ouais. différentes civilisations, dans les différents horizons, aller découvrir le plus de gens possible, voir comment est-ce qu'ils vivent, euh, qu'est-ce qui les rend heureux, et j'irai leur poser la question. Alors il y a déjà des reportages qui ont été faits Mm, là-dessus, sur mm, les zones mm. bleues, sur tout ça, et des études qui ont été faites, et voilà, j'irai me nourrir de ça. Et tu te rendras sûrement compte que on peut être heureux avec pas grand-chose, ou en tout cas des choses très différentes de ce qu'on peut avoir nous à l'esprit dans nos sociétés occidentales. C'est certain. Et je continuerai à coacher, bien sûr, mais là, je ferai du coaching en ligne et je me nourrirai de ce que je verrai à ce moment-là pour pouvoir le faire. Le tour du monde du coaching du bonheur, c'est bien ça. C'est ça. Bah écoute, super, c'est une belle initiative, mais tu sais, si t'as ça au fond de toi et que tu as envie d'aller à la rencontre des autres et des gens, écoute, tu vas y arriver, tu vas le poursuivre ce rêve, y a pas de souci. Ouais, bah C'est après, c'est sûr une histoire que, de timing, hein, voilà, c'est sûr que la Covid est venue, j'avais tout vendu, hein. On avait tout vendu pour partir, hein. ouais, C'était t'étais prévu, prête hein. quoi. Ah, c'était prêt. Et Et, bon, voilà. euh, Bon, euh, après, c'est une question de et tu le timing. ferais, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu ferais en mode, en te déplaçant, par exemple, avec un bateau, ou c'est tout type de transport? C'est marrant cette question parce que du coup, quand je disais à les personnes à l'époque où on va faire un tour du monde, c'était la première question qu'on me posait. Mais Ouais, du coup, c'est vrai. comment? En avion, en vélo, Oui, c'est ça, c'est un ça. Comment tu bateau? fais? En Et- faisant plusieurs étapes, etc. Parce que si t'as un bateau, je trouve ça chouette parce que le bateau t'emmène dans Ouais. toute, Alors dans après, tout. faut être bon Mais après, navigateur, faut avoir il faut savoir l'habitude, faut naviguer, tout savoir ça. naviguer, puis il faut pas avoir le mal de mer, tout ça. Donc non, je le ferai pas en bateau. Je pense pas. Peut-être qu'il y aurait du bateau, mais je choisirais pas comme ça. Non, je le ferais plutôt avec mon petit van là, mobile, que toutes Ouais, les commodités à l'intérieur, et puis pour découvrir en même temps les routes, les chemins, tout ça. Puis de temps en temps, peut-être qu'il faudrait trouver un moyen de mettre le van sur un bateau pour aller à un autre endroit, quoi. C'est sûr que voilà, pour traverser les continents, je pourrais pas faire que en van, mais non, plutôt une maison mobile et de l'avion, quoi. d'accord. Et Bateau. t'avais déjà commencé à préparer ça, mais de manière Ah très bah, avancée. j'avais vendu ma maison. Mon mari avait posé sa demande de congé sabbatique. Mes enfants étaient inscrits au cours du CNED. D'accord. Euh, Waouh. Ok. donc ouais, l'itinéraire était fait. Et là, il y a le Covid qui a débarqué. Ouais, exactement. Waouh. Donc on Mmh. pensait que ça allait se calmer et puis que du coup on allait Ouais, ça pouvoir a le dû. faire. Puis à un moment donné, on s'est dit bon voilà. Puis après, bah, le timing était, comme je dirais, Bah, le un peu problème, c'est que ça s'est, passé. ça s'est étiré sur plusieurs mois. Alors là, tu peux pas repousser. Bah c'est ça. Et Tu puis dans pouvais mon pas te déplacer. histoire, En plus, les déplacements non, étaient pas non, non. autorisés, etc. Non, 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 non. Donc voilà. Euh, Et puis dans mon histoire personnelle, ma sœur a eu le Covid, qui est pas beaucoup plus âgée que moi, avec un Covid très très compliqué, avec ouais, donc, 1 an et demi. Aujourd'hui, elle est toujours pas remise. Donc il fallait en plus que je reste là pour waouh, la waouh, famille. waouh. Donc Ouais, ouais. et puis après, bah, les enfants qui changent de classe, une qui va passer son bac, machin. Donc on peut compliquer. Mais Euh, je ne dis pas. Je pense qu'effectivement, je ne dis je ne pas. perds jamais. Bah, ouais, Non, Sandrine, t'es chez Je ne perds jamais, ça va arriver. c'est vrai. T'as appris plein de Ouais, trucs là, ouais. t'as appris plein de trucs et tu vas le ressortir, tu vas le faire ton voyage. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite parce que c'est un super projet et très très intéressant. J'ai rencontré au moment où je lançais le podcast en 2022, j'ai rencontré une entrepreneur qui travaillait dans son van. Elle était en Ouais, j'en Ouais, ai elle était en rencontré mouvance. aussi. Ouais.
c'était Candice Vaujac de mémoire, et elle avait une boîte qui intervenait en RSE, je crois, ouais, RSE pour les entreprises et tout ça. Et en fait, elle avait quitté, elle était partie, elle avait son équipe et ses collaboratrices qui faisaient l'émission de conseils, etc. Et elle pilotait sa boîte depuis son van. Je trouvais ça vraiment sympa. Et elle bourlinguait partout en Europe et tout. C'était très chouette. C'était en 2022. Réussir à comme tu disais, il y a des gens qui vivent très heureux avec pas grand chose. Et moi, j'ai réussir à se libérer de toutes les charges qu'on peut avoir, matérielles, les contraintes matérielles, les contraintes qui parfois sont assez empêchantes. Donc vraiment cet esprit de liberté. Oui, puis le rapport, Sandrine, tu nous parlais du bonheur et du fait d'être heureux, etc. Et on a quelque chose qui nous aide pas dans cette chasse-là, c'est celle de la matérialité, quoi. Le rapport qu'on a à la possession, tu vois. Quand tu arrives à dépasser le rapport à la possession, déjà, tu étais déjà bien engagé dans la recherche et l'atteinte du bonheur. Finalement, on arrive à s'affranchir de ce qui devient souvent des contraintes. Hein. La possession ne participe pas de notre liberté. Donc bon, bah écoute, j'espère pouvoir te donner ce chèque en blanc. Écoute, ne perds pas ce rêve, mais je pense que tu perdras pas parce que c'est un super projet. Et en tout cas, bah écoute, tu reviendras nous en parler parce que tous les invités qui passent sur Je ne perds jamais ont un pass à vie pour venir nous raconter leurs actualités. Donc si ça arrive, écoute, avec grand plaisir, on t'atteindra là. C'est le moment de passer le relais. Tu sais que la toute dernière question, c'est de transmettre, éduquer, partager avec tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Alors moi, je voudrais savoir si tu as, dernière question, tu as une personne que tu aimerais voir passer derrière ce micro après toi. Est-ce que tu as une personne que tu penses que je pourrais inviter, que tu pourrais me recommander ou me conseiller? Bah, assez naturellement, du coup, je te conseillerais Florence Servan-Schreiber. Alors, c'est pas la plus accessible. Ouais. Sauf que, moi, quand même, je l'ai eu quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études de coach sur la psychologie positive appliquée au coaching. Je l'ai interviewée. Donc elle est quand même. Il faut que j'aille à Lillemont. Non. Florence Servan-Schreiber, c'est elle qui a écrit 3 kiffs par jour et Power Patate. C'est ça. Et du coup, bah, s'il faut parler effectivement du bonheur, Ah, c'est chouette. Voilà, je pense que ça peut être un super sujet. Et je ne perds jamais. Pour le coup, je pense qu'elle est vraiment tournée sur un regard hyper intéressant. Je vais essayer de tout simplement la remonter, voilà, remonter sa trace et puis de toute façon, moi je ne perds jamais, hein, tu sais, moi j'ose, hein, donc on va essayer. Alors moi, évidemment. Osé, tu vois, j'ai osé pour mon mémoire. Enfin, j'y croyais. C'est pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit, Sandrine. Tu fais un mémoire de coaching. Florence Servan-Schreiber, elle a quand même autre chose à faire. Elle écrit des bouquins, elle fait des conférences dans le monde entier. Son père était, enfin voilà, elle est, voilà, c'est la papesse de la science du bonheur, c'est elle. Bah non. Écoute, bien sûr. challenge relevé. On va essayer. Je te tiendrai informé et puis on ira chercher, va chercher bonheur, comme dirait la pub à la télé. On va aller chercher. Ouais. On va aller chercher. Sandrine, j'ai passé un super moment, j'espère avec toi, j'espère que toi aussi. Un plaisir partagé, vraiment. Merci pour tous ces, j'allais dire, je vais encore me faire engueuler, j'allais dire insight, input, faut pas donner des expressions anglaises, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé tes apports et puis plein de petits conseils qui même très pratiques. On a parlé des choses très intéressantes sur le portage salarial qui peut être transitoire et qui permet d'évoluer vers de l'entrepreneuriat ensuite. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Investir sur soi, se former, se coacher. Bravo pour tes initiatives dans ce domaine. Et puis, écoute, moi je dis souvent à bientôt sur les réseaux. Toi, tu as choisi LinkedIn. Donc, je mettrai ton profil également LinkedIn dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était Sandrine Linder. Voilà. Et puis, on a passé un moment sur, alors d'ailleurs, un secteur qui est assez rare, mais qu'on notera, qui est tout à fait intéressant, qui rythme notre vie au quotidien, c'est le retail, hein, les boutiques, voilà, avec tous les vendeurs et vendeuses qui gravitent. Donc merci d'avoir mis ce petit coup de projecteur aussi sur ce secteur d'activité, Sandrine. C'était super. Plaisir. Avec merci plaisir, bien. Patrick. Merci à toi. À bientôt, merci. À bientôt. Ciao.
Au revoir. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.